Très bien. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, c'est un webinaire très particulier avec des sommités dans le domaine des achats. Je suis très heureux et j'ai un vrai plaisir de partager avec vous cette discussion que j'espère très fructueuse et avec beaucoup de profondeur et de sens. J'ai autour de la table, donc je vais peut-être faire les présentations très rapidement. Bien sûr, si vous voulez par la suite compléter quelque chose par rapport à ce que je vais dire, n'hésitez pas. Honneur aux dames. Donc, je vais commencer par Fatin Tounsi. Alors, Fatin est aujourd'hui directrice des achats chez la Fondation Masser. Elle a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des achats et du supply chain chez plusieurs, on va dire, grandes structures au Maroc, des opérateurs télécoms, dans la distribution, etc. Et en fait, aujourd'hui, elle a une certaine, on va dire, un focus sur un certain nombre de sujets, tout ce qui est restructuration des directions des achats, pilotage des projets de transformation digitale et accompagnement des startups. Alors, avec nous également, si Yassine, Rania Ansarif, si Yassine Sarhani est président de l'AMCA, donc l'association marocaine de l'AMCA, l'association de l'achat. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, donc plus de 24 ans d'expérience dans le domaine des achats dans différents groupes, donc notamment auprès de l'ONA et de la SNI. Il est également enseignant depuis plus de 14 ans dans différentes universités, écoles dans la classe. Et encore une fois, avec un focus important sur l'achat, la logistique, le digital aussi. Yassine est aussi une référence dans le domaine des achats et pilote aujourd'hui en fait l'association professionnelle des acheteurs. Alors, autour de la table également, Dr Latifa Yacoubi. Dr Latifa est une personne qui vient des achats, on va dire, de manière détournée, si tu me permets, mais c'est quelqu'un qui vient en fait du domaine du digital. Elle a été à plusieurs reprises donc, directeur de plusieurs fonctions chez des opérateurs télécoms, notamment dans des domaines relatifs à l'innovation. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans les télécoms, les finances, la grande distribution. Elle est docteur en sciences de gestion à l'Université Sophia Antipolis de Nice. Et elle a travaillé énormément sur des sujets relatifs au management de la chaîne logistique. Elle est également coach professionnel certifié et travaille beaucoup sur des sujets de formation inter- et intra-entreprise. Avec nous également, Madame Khadija Brada. Madame Khadija Brada est ingénieure de l'École centrale de Marseille, avec un master en achat et logistique également, plus de 23 ans d'expérience professionnelle dans différents secteurs, de l'électronique au ferroviaire, au médical. Elle est également certifiée Lean Sigma Lean Six Sigma et également Green Belt. Elle est aujourd'hui consultante et associée au niveau du cabinet Cost House. Et là aussi, elle partage avec nos intervenants aussi l'aspect formation. Donc, elle est formateur aussi dans plusieurs écoles et fait des formations aussi au sein des entreprises. Alors, je pense qu'on aura également plus tard avec nous Madame Amel Hafiani, qui est aujourd'hui directrice en fait au niveau procurement Afrique du Nord chez GSK. Elle a plus de 26 ans d'expérience professionnelle en achat et logistique, avec plus de 17 ans d'expérience en poste de direction. Elle est également, donc, au même titre, coach certifié d'entreprise et elle travaille sur des sujets relatifs au management des achats logistiques.
Donc, plus tard, enfin, il va nous rejoindre. Donc, je vais commencer en fait ce débat par une question, je pense, qui est évidente parce que c'est un sujet qui déjà pose beaucoup de problèmes. Donc, le sujet de la transformation digitale, avant de parler des achats, est un sujet déjà qui vraiment crée beaucoup de buzz et les gens ne savent pas s'y prendre. Donc, je vais commencer par une question à Fathine. Euh, En fait, aujourd'hui, on parle de transformation digitale, on parle de transformation numérique, on parle de digitalisation. Quelle est la différence entre tous ces termes? Qu'est-ce que chaque terme veut dire? Est-ce que c'est la même chose? Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Fatine, je ne sais pas si… En fait, excuse-moi, Zoher, je crois que c'est Latifa qui va répondre à cette question. Ah, pardon. Effectivement, bon, je peux commencer par expliquer un petit peu la différence parce que avec tout ce qui se passe dans le monde depuis l'arrivée des Covid et même avec l'évolution numérique et tout ça, donc c'est des notions qui commencent à être utilisées de manière importante dans différents domaines d'activité. Donc il y a une petite confusion entre ce qu'on entend par numérisation, digitalisation, transformation digitale avant d'atterrir vers qu'est-ce qu'on entend par la transformation digitale dans les achats. Donc, on commence par le volet numérisation. La numérisation, c'est tout simplement la transformation de données analogiques en données numériques. Donc, c'est en virtuel la donnée. C'est quelque chose qui est banalisé parce que ça fait depuis plusieurs années qu'on parle de numérisation. Donc là, c'est la première brique. Après, on va monter un peu plus dans la chaîne et on va toucher donc la transformation numérique. Et là, on commence à parler de la digitalisation de processus et on se limite à un domaine bien particulier. À ce moment-là, il y a l'aspect technologique qui prend de plus en plus d'importance parce qu'on a aujourd'hui une diversité d'outils qui viennent favoriser cette transformation numérique. Donc, comme ce que j'ai dit, bon, c'est plutôt une digitalisation de processus dans un domaine particulier, ce qui va générer de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes opérationnels et des pratiques. Donc, tout ça pour avancer dans la chaîne et on va parler de digitalisation d'entreprise quand les changements commencent à toucher plusieurs processus. Donc, on commence par numérisation, transformation numérique, on atterrit vers la digitalisation des entreprises pour continuer encore une fois dans la chaîne. Et là, la brique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la transformation digitale des entreprises. Et on se focalisera, je compléterai mon intervention par l'impact sur les achats, mais en tout cas, la transformation digitale en entreprise, elle va toucher plusieurs aspects. On ne va pas se focaliser que sur l'aspect technologique. On sait très bien que tout ce qui est outils technologiques aujourd'hui, il y a des développements importants, il y a une diversité d'outils et tout ça. Mais à ce moment, on parle de transformation digitale, on dépasse l'aspect technologique qui est bien sûr favorisé avec le développement des TI et des NTIC, avec le développement de l'accessibilité, la mobilité. On va toucher aussi le volet culturel donc, au sein de l'entreprise parce que bon, c'est un changement de mindset, c'est une façon de faire. C'est un changement qui touche aussi le consommateur parce qu'on commence à avoir un consommateur qui est mobile, qui est exigeant, qui a accès à une information, qui va essayer de comprendre et tout ça. Donc, tout ça se traduit au niveau des entreprises par des changements de business model, par une digitalisation de l'accès aux clients et tout ça. Donc, l'information, elle est accessible aux clients. Et donc, comme on peut dire, anytime, anywhere, any device. Donc, le client a la possibilité d'accéder à l'information par tous les moyens. Donc, on a des clients de plus en plus exigeants. Le business se traduit aussi par des changements de business model au sein des entreprises et donc on voit un aspect qui est important. Et aussi, il y a un volet systémique, c'est-à-dire on ne va parler de transformation digitale d'entreprise que quand la transformation digitale touche toutes les activités. On ne peut plus parler de transformation digitale si on est en train de parler de processus bien identifiés, bien limités, comme par exemple soit la relation avec le client, soit la manière de communiquer, mais
c'est des processus beaucoup plus généraux et ça concerne toutes les entités de l'entreprise. Donc, tout ça nous conduit vers notre sujet principal d'aujourd'hui qui est la digitalisation, la transformation digitale des achats. Donc, c'est un peu, c'est dans la continuité de ce que j'ai dit. Il faut que cette transformation, elle ne va pas se limiter à l'activité achat en elle-même, parce que bon, pour la partie achat, on a le besoin qui émane de nos clients internes ou de nos demandeurs. Donc, là, ça commence par une expression de besoin qui devrait être digitalisée. Une fois, elle passe par les contrôles de budget ou les finances qui vont vérifier la disponibilité budgétaire. Donc, tout ce check qui est là avant d'atterrir sur la partie achat. Donc, sur la partie achat, ça commence par le volet, donc tout ce qui est supplier management, donc tout ce qui est sourcing, connaissance du marché fournisseur, donner la possibilité aux fournisseurs de se référencer, d'apporter, de montrer ce qu'ils savent faire et tout ça, chose qui est importante pour nous en tant qu'entité achat, parce que on va éviter la dépendance fournisseur, on va avoir une diversité d'informations qui est importante. Après, donc un peu plus loin dans la chaîne, il y a le volet tout ce qui est gestion de l'activité achat, donc les consultations, les négociations. Donc, tout ça, quand on est en train de parler d'un système digital et tout ça, c'est qu'on va avoir 10 outils, donc en plus des processus, on va avoir le support qui va permettre aux achats de traiter toutes ces étapes de l'achat de manière digitale. Donc, c'est plus de flexibilité, plus d'agilité, traçabilité et tout ça. Donc, après il y a la partie, donc, tout ce qui est contract management. Donc, le volet qui gère la relation avec les fournisseurs et tout ça, qui est aussi digitalisé, qu'on arrive à suivre tout l'avancement de l'activité, la partie gestion des réceptions, la partie paiement et même au-delà, donc la partie évaluation fournisseur, voire même contract management. Donc, quand on parle de digitalisation des achats, ça couvre tous ces éléments-là. Donc, la partie en amont de l'activité achat et la partie au-delà du delivery qui touche d'autres activités dans l'entreprise. Donc, voilà en gros ce qu'on entend par la partie transformation digitale des achats. Très bien, parfait, Latefa. Alors, je vais peut-être poser la même question à Khadija, mais en fait, ce que dit Latefa, c'est que d'abord, numérisation, c'est le premier niveau on va dire, de la chaîne. Après, on a toute la partie digitalisation ou transformation numérique. Puis, on a transformation digitale qui est censée toucher en fait tous les processus d'une entreprise et qui peut même transformer des business models. Comment vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur cette répartition et au niveau, on va dire, d'un point de vue conseil, comment vous percevez la différence quand vous avez un besoin, on va dire, comment vous percevez la différence entre ces éléments, donc entre numérisation, digitalisation et transformation digitale? En fait, merci Zohair, déjà pour ton introduction et pour ta présentation. En fait, Latefa, bien sûr, je vais pas. Ce qu'elle a dit est parfaitement complet, bien sûr, et couvre parfaitement en fait toute la partie digitalisation des achats et transformation digitale. J'avais juste un petit point de vue, c'est que quand on va dans les entreprises marocaines, on se rend compte en fait que quand on parle digitalisation, ils croient tout de suite qu'on parle du P2P, donc du procure-to-pay. Alors qu'en fait, quand on parle de digitalisation, ça va quand même beaucoup plus loin. Enfin, Latefa en a parlé, ça va aussi sur du source to contract, c'est-à-dire qu'on va un peu digitaliser tout ce qui est lié de la consultation jusqu'à la contractualisation. On pourra parler aussi du portail fournisseur, toute la partie SRM, donc Supply Relationship Management. Il y a aussi toute la partie spend analysis où on va, c'est tous les modules qui vont en fait prendre en charge les données, les nettoyer, les classer pour qu'on puisse avoir une vision très claire en fait de ce qu'on dépense dans nos achats. Il y a toute la partie performance management pour pouvoir un peu sortir nos tableaux de bord et nos indicateurs. Et puis dernièrement, on voit aussi apparaître tout ce qui est blockchain en fait. Et dans la blockchain, c'est ce qui va nous aider un peu à sécuriser toutes les informations qu'on a au-delà de la chaîne. Donc en fait, la digitalisation, ça couvre vraiment tout le processus, mais même au-delà du processus. Donc,
il ne faut pas se limiter au procure-to-pay qu'on voit généralement dans les entreprises. Ça va vraiment au-delà de tout ça. Donc, il ne suffit pas de mettre un logiciel de P2P pour se dire que c'est bon, on a digitalisé nos achats. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Khadija, pour cette clarification. Alors, je reviens maintenant à Fatine. Désolé pour la déstabilisation au début, mais je reviens avec une question qui est en fait similaire parce qu'en fait, on comprend un peu ce que c'est que la transformation digitale, mais comment cette transformation digitale va impacter cette fonction des achats? Comment on peut réinventer, on va dire, la manière avec laquelle on achète, qui est en fait une fonction aussi vieille que le monde. C'est une des fonctions de base d'une entreprise ou d'une entité marchande. Donc, comment aujourd'hui un sujet aussi, on va dire, standard et aussi vieux que le monde va être transformé avec un outil aussi moderne ou avec des outils ou une approche aussi moderne que la transformation digitale. Alors, avant de répondre à cette question, je souhaite tout d'abord je te remercie d'abord, Zohair, pour l'invitation. Et je souhaite faire l'accent et mettre l'accent sur la dimension de la notion du distance qui n'existe plus avec la digitalisation. Alors, l'information aujourd'hui, elle peut voyager de façon instantanée. Elle n'est pas contrainte par une zone géographique. Et nous l'avons bien pu constater avec la crise Covid, qui nous a un peu boosté dans la digitalisation de nos fonctions aujourd'hui. D'accord? Alors, la transformation digitale du processus d'achat de l'entreprise ne peut entraîner que des conséquences très positives à tous les niveaux, à mon sens. Aussi bien en interne, auprès des collaborateurs, on constate un gain en termes de temps, une amélioration de l'efficacité, du coup une meilleure collaboration avec les demandeurs et une montée en compétences. Parce que dès lors où on dégage un temps intelligent, nous avons plus de temps à avoir, à peaufiner une certaine expertise dans le métier. Et puis, bien sûr, avoir une traçabilité et une meilleure gestion de la dépense qui permet un pilotage rationnel et efficace de l'activité. Ça, c'est en interne. Maintenant, pour le monde externe et les partenaires fournisseurs, nous constatons une gestion de relations fournisseurs et de performance d'une façon transparente qui leur permet d'assurer une montée en compétences dans le cadre d'une amélioration continue. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, l'acheteur du futur, ou ne serait-ce que l'acheteur du post-Covid, comme on l'appelle, ne peut remplir sa mission ou fonction que s'il détient un certain nombre de compétences nécessaires, Zohair. Alors, on parle aujourd'hui de l'agilité, de l'incarnation d'un esprit de business partner, et puis bien évidemment de la maîtrise de l'outil digital qui peut le qualifier comme un acheteur 4.0. D'accord? Alors, tous ces éléments-là ne peuvent que confirmer la nécessité d'une digitalisation du processus achat, bien évidemment, dans nos entreprises. Très bien, Fatine, j'ai entendu beaucoup de beaux termes, agilité, innovation, collaboration, enfin, un certain nombre de choses. Confiance aussi, parce qu'il y a effectivement un sujet de confiance aussi quand on parle d'achat. Tout ça, c'est fantastique. Je pense que ça ne peut être que positif pour la fonction. Maintenant, je me permets de poser la question à Yassine. Tout ça est bien, mais où on en est au Maroc? On a l'impression, hein, encore une fois, moi je fais un peu l'avocat du diable, mais on a l'impression de l'extérieur qu'on n'est pas, enfin, la législation n'est pas encore là. Cette transformation digitale, on n'en est pas encore, en tout cas, on est encore au début au niveau de la fonction achat ou de l'activité achat. Qu'est-ce que vous en pensez? Où on en est aujourd'hui? Comment vous voyez l'évolution des choses? Merci, c'est Zohair. Donc, par rapport à cette question, donc, je vais porter plus ma casquette de AMCA au lieu de ma casquette en tant que directeur achat. Vu que AMCA, un petit peu, c'est le groupement de tous les acheteurs, on va dire 1 millier d'acheteurs responsables achat, directeurs d'achat du Maroc. Et justement, il y a tout un vide par rapport aux études qui devaient, on va dire, gérer ce genre de questions et dégager des statistiques. Donc, AMCA a lancé en 2021 une étude avec un partenaire formation. Mais c'est une étude, on va dire, globale qui ne concerne pas uniquement la digitalisation. Il était sur 10 axes. Et l'un des axes, c'était la digitalisation, justement. Et donc, nous avons dégagé une première vue, on va dire, de la disponibilité ou de la digitalisation de la fonction achat au niveau des entreprises. Donc, jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est in progress, donc
actuellement en cours on va dire de renseignement. On est à 72 réponses d'entreprises. Et donc, déjà, on constate pour la partie amont, c'est-à-dire sourcing, et la partie, on va dire aussi, catalogue achat, là, on est sur du 58%, donc de gens qui ne sont pas équipés. Et on a un autre chiffre très sympathique. On est à 6% des gens qui sont équipés, mais qui ne l'utilisent pas. Donc ça, c'est un premier C'est le constat. plan B. Ouais. Donc, entre les deux, on est à 64%. Donc, je rejoins quelque part la remarque de Khadija. Donc, c'est-à-dire en amont achat, de ce qu'on appelle le source to contract, le S2C. Et les 2 tiers des acheteurs, déjà, ils ne sont pas équipés. Et donc, maintenant, par rapport à la partie procure to pay, là, c'est 35%, ils ne sont pas équipés d'un procure to pay complet, parce qu'ils ont des bribes, mais ils n'ont pas un processus complet. C'est-à-dire depuis l'implémentation du contrat jusqu'à paiement, évaluation des fournisseurs. Donc ça, c'est le procure to pay. Donc à ce niveau-là, 35% ne sont pas équipés. Et ça, c'est problématique, parce que, par exemple, ne pas saisir une réception, un système, c'est qu'on n'a aucune information quelque part. Pour dire les choses, et 15%, ils sont équipés, mais ils ne l'utilisent pas. D'accord. Donc ça aussi, c'est un chiffre qui fait peur. Malheureusement, on a des chiffres qui font peur. Voilà. Et 50%, ils sont équipés, ils l'utilisent. Et 30% sont équipés, ils l'utilisent et ils sont monitorés, c'est-à-dire il y a toute une gestion de performance, même un audit sur les systèmes et sur, on va dire, les réalisations des opérations au sein des systèmes. Donc, bien sûr, ça, on l'a détaillé. Donc, l'automatisation des demandes d'achat, l'automatisation des commandes, le contrôle des réceptions, la gestion des contrats fournisseurs, le contract management, la gestion du sourcing, la gestion des dépenses et analyse, le spend analysis, et le système d'automatisation des catalogues achats. Donc, à partir des produits qui sont déjà achetés, donc on peut l'automatiser. Et après, on a évalué le processus procure-to-pay complet. Donc là, on dirait qu'il y a beaucoup à faire. Donc là, déjà la partie intelligence, on va être humble et dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose au niveau intelligence. Quand je parle d'intelligence, c'est l'intelligence artificielle, c'est, on va dire, objet connecté, c'est, on va dire, le blockchain. Donc là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc déjà, le procure-to-pay, 50% des entreprises, soit ils ne l'ont pas, soit ils ne l'utilisent pas. Ouais. D'accord. Alors, Et ça, c'est un problème. Si Yacine, maintenant, oui, pardon, juste une petite remarque, mais franchement, je te laisse continuer. Je voulais dire que le constat du digital quand des poids sont utilisés est un constat qui est across the board. Ce n'est pas un constat qui est uniquement au niveau des achats. On a beaucoup de projets, en tout cas dans d'autres fonctions qu'on constate, sur lesquels on investit et à la fin, ils ne sont pas utilisés. Mais ça, on y reviendra probablement dans le débat pour approfondir. D'accord, mais en général, moi, je vais parler maintenant dans un registre, on va dire, plus gestion de la qualité. Oui. Et ben, vous savez qu'on parle de gestion de la qualité, il y a l'engagement de la direction qui est le premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est la qualité des intrants. Oui. Donc, si les intrants, comme disent les Américains, garbage in, garbage out. Si on n'a pas l'entrée de l'information déjà dans nos systèmes qui est traitée, on ne va pas en sortir grand-chose à la fin. Donc, on va rester sur des process intermédiaires, peut-être la compta, la finance, ça c'est des process, on va dire, qui sont un peu écartés. Et le cœur du métier, le business, le core business aussi, il peut avoir aussi des outils. Mais le fait de ne pas avoir l'information amont qui alimente, on va dire, toutes les fonctions par les ressources extérieures, ça pose un problème. Maintenant, on a posé la question aux acheteurs de dire quel a été l'impact. Est-ce qu'il y avait un impact en termes de Covid par rapport à leurs besoins de digitalisation? Là, on a 2 chiffres clés. Déjà, 62%, ils disent 62%, ils disent le Covid a suscité chez nous l'intérêt de digitaliser nos fonctions achats et de faire des ajouts de modules, ajouts d'options, parfois c'est des spécifiques, parfois carrément l'acquisition d'un nouveau système. Donc, je connais des gens qui avaient des très bons systèmes et qui ont allé chercher d'autres systèmes beaucoup plus performants. Donc, c'est 62% des gens qui disent, des acheteurs, on va dire, qui disent, après le Covid, on a, on va dire, exprimé notre besoin de s'équiper ou d'améliorer notre équipement, on va dire, en termes de digitalisation achat. Maintenant, 33%, donc on va dire plus que la moitié, on va dire 33 sur 100, c'est à peu près 60%, on va dire, ils disent qu'ils sont d'accord par rapport à ça,
Et, les 40% qui restent, ils disent on est tout à fait d'accord, c'est-à-dire ils sont très convaincus. Donc là, ça montre que on va dire, ce passage par cette crise Covid, elle a vraiment obligé, entre guillemets, je peux me permettre l'expression, les entreprises à être sensibilisées et à démarrer des réflexions autour du besoin de digitalisation de la fonction achat. Maintenant, on dit, d'après les dernières, on va dire, analyses et think-tanks qui sont actuellement par rapport à la problématique des chaînes d'approvisionnement actuelles, on parle du gaz, du pétrole, des matières premières, de beaucoup de problèmes qui se préparent maintenant pour l'année prochaine, d'accord? Et on risque de s'en débarrasser pas avant le 4e trimestre de l'année prochaine. Ce n'est pas des problèmes sanitaires, c'est des problèmes de chaînes logistiques, voilà, des chaînes commerciales d'approvisionnement. Et donc, l'idée aussi, c'est si on ne maîtrise pas cet amont-là, ces panels fournisseurs, ces marchés fournisseurs, cette agilité dont a parlé Fatine tout à l'heure, si on maîtrise tout ça, on va être très exposé à des problèmes importants au niveau du business model. Donc, l'automobile aujourd'hui est un sérieux, on va dire, exemple par rapport à ce que je dis. Il faut savoir aujourd'hui au Maroc, au niveau de l'automobile, il y a des gens qui travaillent 2 jours par semaine, parce qu'ils n'ont pas assez de matière pour que l'usine travaille 7 jours par semaine ou 6 jours par semaine. Donc là, c'est un vrai problème. Maintenant, ça va revenir sur les produits alimentaires. Je parle bien des produits alimentaires. Donc, ça va toucher beaucoup d'autres activités. Donc, l'amont, on va dire, de l'entreprise qui est l'achat, on va dire, en général, c'est l'achat. Il doit être, on va dire, rapidement régulé pour pouvoir accompagner ce besoin. Donc, excusez-moi, je me suis exprimé un peu plus Non, longtemps. non, non, absolument, c'était très intéressant, Yacine. Et d'ailleurs, je salue cette démarche parce que malheureusement, on discute beaucoup, mais et ça, c'est le propre d'ailleurs de la transformation digitale, on ne met pas la data au centre. Et on ne peut pas justement transformer si on n'a pas de données sur comment les choses évoluent, comment elles sont aujourd'hui et comment on peut les faire évoluer. Maintenant, tu me pousses à te poser la question d'après, qui est celle de dire, bah, OK, on voit qu'il y a un effort à faire, on voit que les gens sont intéressés à le faire, surtout après Covid, mais après, avec quel est l'intérêt? C'est-à-dire, c'est quand même un investissement que l'entreprise va devoir engager et que beaucoup d'entreprises soit ont déjà engagé ou pensent à engager dans les prochains mois. On voit qu'il y a un certain nombre d'intérêts, notamment en termes de régulation de l'amont, etc. Mais est-ce qu'on peut mesurer une sorte d'impact ou de retour sur investissement pour l'entreprise à partir du moment où elle lance une démarche de ce type? Pourquoi on lancerait une démarche de ce type et qu'est-ce que ça nous fait gagner? D'accord. Donc, si je me permets déjà un tout petit complément par rapport à la question précédente. Donc, au niveau AMCA, on n'est pas très spécialiste de digitalisation, on est directeur achat. On s'est réunis, on a fait beaucoup de travail avec notre partenaire pour développer un questionnaire pour le baromètre des achats du Maroc. Mais on compte à partir de janvier travailler avec Cost House, notre partenaire, donc Khadija Barada ici présente, pour faire un spécial digitalisation. Donc là, on va être en profondeur sur la digitalisation et l'étude sera vraiment en profondeur. Ça va toucher, on va dire, tout ce qui concerne la digitalisation, mais en profondeur. Donc ça, c'est quelque chose qui va être lancé début 2022 avec notre partenaire. Donc, comme ça, on a des choses, on va dire, encore plus développées, plus avancées pour pouvoir justement mieux diagnostiquer la problématique. Est-ce que cette étude elle est publique, Yacine? Alors l'étude de l'AMCA va être terminée avant janvier. Justement, c'est pour ça qu'on veut lancer l'autre en janvier. L'idée, c'est qu'on voulait avoir un nombre de réponses plus important pour pouvoir croiser avec les secteurs, pour pouvoir croiser avec les tailles d'entreprise, pour pouvoir croiser avec, on va dire, les structures d'entreprise en termes d'acheteurs. Est-ce qu'ils ont membre de board ou juste un directeur qui n'est pas dans le board de direction? Est-ce que c'est un responsable? Est-ce que c'est juste une cellule? Voilà. Donc, c'est par rapport à ça, on va faire des croisements. Et justement, pour pouvoir avoir de l'information plus affinée, il faut augmenter le nombre de réponses sur quoi on travaille aujourd'hui dans la communauté des achats. Et donc, pour pouvoir justement fournir de l'information de qualité. Mais il va toucher 10 axes et la digitalisation est un seul axe des 10. Maintenant, l'idée en 2022, c'est de faire une étude spéciale digitalisation. Donc, c'est un peu l'idée. Très bien. Pour la deuxième question, donc l'impact pour… Alors, on va dire l'impact, c'est une très bonne question parce que, qu'on le veuille ou non, j'ai présenté quelques chiffres, comme quoi il y a des entreprises qui sont déjà équipées, ils n'utilisent pas le système. D'accord? Donc, ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, il y a mes collègues aussi, je pense qu'ils vont en parler. Alors, l'idée, c'est
l'entreprise, lorsqu'il met en place ce projet de digitalisation, doit savoir exactement comment il va le conduire et pour quel objectif. Donc, le premier objectif qui est apparent, qui est rapide et qui est accessible à tout le monde, c'est de gagner en productivité des acheteurs. Il y a des entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui et ils ont besoin, on va dire, d'automatiser et de, on va dire, traiter plus rapidement certaines opérations qui prenaient du temps, des opérations qu'on appelle chronophases, c'est-à-dire qui consomment beaucoup de temps. Et l'idée est de gagner du temps. Donc, on gagne du temps sur tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, administratif ou qui à faible valeur ajoutée, ils vont avoir plus de temps pour travailler sur des choses stratégiques. En travaillant sur des choses stratégiques, on crée plus de valeur à l'entreprise. Donc ça, c'est le premier, on va dire, premier type de réponse. Maintenant, on parle que de la fonction, on va dire, intramuros. Si on part sur l'extramuros, donc c'est cette collaboration avec les fournisseurs. Parce que ces intempéries ou là, ces bouleversements, là, ces problèmes donc là, qui apparaissent avec le Covid, ces bousculements qui sont en train de se produire, on est obligé de travailler de pair avec le fournisseur. Et donc, l'amont achat, c'est-à-dire le source to contract, c'est quelque chose qui permet, on va dire, de mieux prévenir et surtout mieux réagir. Donc, quand il y a un problème, donc des ruptures et tout ça, donc ça passe bien sûr par une connaissance approfondie de nos fournisseurs, de leur modèle économique, de leurs possibilités, de leurs capacités et de leur situation du moment. Avant, l'acheteur, il capitalisait, c'est-à-dire travailler avec un fournisseur. Ils ont fait un chemin ensemble. Ils sont sur un partenariat. Il y a des choses récurrentes qui se répètent parce qu'il y a une certaine, on va dire, stabilité dans la performance. Avec le Covid, cette performance a été beaucoup déstabilisée et il y a des fournisseurs qui étaient bons qui sont devenus moins bons et d'autres qui étaient moins bons qui sont devenus bons. Donc, tous les acquis de savoir qu'on avait avant, il a été bousculé, donc il doit être rechallengé. Donc, c'est le fait de travailler d'une manière dynamique et non pas statique et ne pas faire confiance, on va dire, à des situations historiques, mais de les actualiser continuellement pour rester informé et pour réagir mieux par rapport, on va dire, aux différents aléas, fait que l'acheteur doit s'équiper aussi des systèmes qui font, on va dire, des mises à jour rapides. Donc, je donne un petit exemple rapide. Par exemple, dans la partie commande, approvisionnement, donc on a ce qu'on appelle la variance des performances fournisseurs et la variance de la demande. Donc, la demande aujourd'hui n'est pas stable. Parfois, il n'y a pas de demande, parfois, il y a trop de demandes. Alors que la demande était plutôt avant mieux stable, mieux maîtrisée. Aussi, la performance fournisseur n'est pas stable. Donc là, il y a des calculateurs qui doivent se mettre dans les formules de calcul, des formules de réappro qui permettent à chaque fois de réactualiser le tout. Si le fournisseur il commence à avoir des ruptures, l'écart TB va augmenter rapidement, la formule va changer, le stock il va augmenter, on doit avoir des espaces aussi pour le stockage. Donc ça fait beaucoup de données. Donc, beaucoup de données, ça veut dire beaucoup d'infrastructures informatiques ou cloud, donc en fonction des choix. Souvent, on parle de data center et donc de l'héberger. Donc voilà, on-premise, comme disent les informaticiens comme vous, d'accord. C'est souvent ça et ça coûte cher. Donc, le fait de revoir les systèmes, les plateformes, on va dire jouer sur l'hyperconvergence pour avoir un accès de l'information rapide, avoir un data center, augmenter les capacités de stockage, augmenter les capacités de traitement, intégrer plus de scope dans les systèmes, ça coûte cher. Donc, justement, votre question, elle est très, on va dire, pertinente, dans le sens de savoir utiliser les bons outils qui vont apporter la valeur ajoutée dont on a besoin dans l'entreprise où on travaille et non pas la valeur ajoutée qui est, on va dire, générique et proposée par l'éditeur. L'idée, c'est de trouver notre besoin on va dire, de remettre à place son processus achat, détecter les problèmes et donc aussi les possibilités qui permettent d'avoir une certaine intelligence situation par rapport aux aléas qui peuvent venir et qui se produisent actuellement. Donc, c'est plus d'expectative, là, c'est du réel, c'est des choses qu'on vit. Et de trouver rapidement les outils qui répondent à notre propre problématique dans notre propre entreprise, dans notre propre secteur. Et c'est ce choix de système. Parfois, on part sur des systèmes 100% spécifiques pour justement avoir et je pense Messier va nous présenter un cas tout à l'heure, donc du 100% spécifique pour s'adapter complètement aux besoins et surtout apporter une très grande valeur ajoutée. Maintenant, si on dit un système va calculer des gains tout de suite pour dire qu'il y a un ROI, retour sur investissement, le calcul des gains se chiffre par les pertes qu'on fait. Les pertes des business, les pertes de stock, on va dire beaucoup de pertes. Et on doit être capable quelque part d'être un peu dans sa tête contre leur gestion achat pour dégager le manque à gagner que nous avions fait pour pouvoir justement justifier
un volume d'achat ou un montant d'achat par rapport on va dire, par rapport à l'investissement qu'on va faire sur le système. Très bien. Bah, si Yassine, en fait, c'est une réponse qui est, enfin, en tout cas, de mon point de vue, qui peut convaincre beaucoup de personnes, parce qu'en fait, finalement, ce que je comprends, c'est que la digitalisation va apporter beaucoup de réponses à des pertes qui étaient sous-jacentes à la fonction achat, des pertes sur le plan humain, donc le temps des collaborateurs qui étaient passés sur autre chose, des pertes par rapport à l'amont, en fait, en termes de maîtrise de la chaîne logistique en amont et donc derrière des pertes en termes de vente et des pertes potentielles aussi en termes de coûts parce que moins on a de data, ben forcément on va avoir des… Donc, et ça, je pense que ça parle beaucoup, en tout cas dans un contexte de crise, ça peut parler beaucoup à des chefs d'entreprise. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'est, qu'on a compris que c'est nécessaire et que ça apporte la valeur à l'entreprise, ben, je vais revenir vers la TEFA pour essayer de comprendre, OK, tout ça c'est bien, c'est très, très intéressant. Maintenant, je suis dans une entreprise où je suis chef d'entreprise, je veux digitaliser ou transformer digitalement mes achats, entre autres. Comment je peux m'y prendre de manière concrète? C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que vous l'avez fait au sein de l'organisme dans lequel vous pilotez les achats, comment on peut aller de la conviction qu'on doit le faire vers un projet concret et des actions concrètes sur le terrain? Déjà, avant de répondre à cette question-là, je continue un peu par rapport à ce qu'avait évoqué mon collègue Yassine. La crise, effectivement, elle a permis elle a mis en exergue les risques liés à la non-digitalisation des achats. On s'est retrouvés, on a observé tous autour de nous, il y avait des activités, des entreprises dont l'activité a été arrêtée parce que il fallait du jour au lendemain changer de mode de fonctionnement, changer de mode de communication avec l'écosystème et tout ça. Donc, l'absence de digitalisation, elle a touché même la viabilité des entreprises. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, après tout ce qui a été vécu, la digitalisation devient aussi un levier pour la pérennité des entreprises, pour la continuité, abstraction abstraction de ce qui se passe ou des gains à très court terme. Mais c'est aussi donc une histoire vitale. On est d'accord que les achats ont permis, en tout cas la fonction achat, elle a subi une évolution, c'est devenu une fonction stratégique. Avec la digitalisation, l'apport est beaucoup plus important en termes d'agilité, en termes d'innovation, en termes d'apport, de simplification et tout ça. Donc, c'est important de voir cet impact. Donc, comme ce que j'ai dit, ça devient vital, ça devient en relation, ça permet la continuité et la pérennité de l'activité. Donc, c'est une affaire de résilience, si je comprends bien. C'est une affaire de résilience aujourd'hui de l'entreprise dans un contexte qui va bouger et sur lequel il va y avoir beaucoup de… Et d'autant plus qu'on est, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans la globalisation. Donc finalement, une entreprise, elle fait partie d'un grand écosystème. Donc si aujourd'hui, on peut être digitalisé, mais si mes fournisseurs ne sont pas digitalisés, ou si l'acheminement au-delà de la production, une fois que j'ai un service ou un produit et tout ça, que je n'arrive pas à l'acheminer vers un client, la chaîne, elle est interrompue quelque part. Donc, elle est interrompue. Donc, on a besoin d'avoir quand même une transformation digitale globale qui touche toute la chaîne de valeur pour qu'on puisse répondre aux besoins des clients, aux besoins d'évolution de l'entreprise et suivre les nouvelles tendances et tout ça dans des délais très, très shorts. Mais sinon, si je peux revenir au volet de l'impact de la digitalisation sur l'entreprise, les impacts ils sont énormes. Yassine, il en a évoqué pas mal et je peux toujours continuer dans ce volet-là en prenant le cas de la planification. À partir du moment que j'ai un système qui est digital, déjà,
on a accès à la data, on est dans l'ère de la big data, donc on va avoir accès à la data, on va pouvoir planifier, on va avoir une meilleure planification, que ce soit du comportement, prenant en considération les historiques, que ce soit en termes d'anticipation, en termes d'achat, au moment où on voit des perturbations mondiales au niveau de la chaîne logistique, un meilleur pilotage financier en termes de suivi de budget et des dépenses, plus d'opportunités en termes de recherche de fournisseurs, parce que bon, aujourd'hui, les fournisseurs, bon, on a beaucoup plus de choix et le fait d'avoir diversifié ou digitalisé ou permettre plus d'input ou de moyens de communication avec les fournisseurs, ça nous donne plus de choix. Donc, de meilleures opportunités, une meilleure expérience client, une rapidité de communication, donc du coup, des solutions qui sont beaucoup plus rapides parce qu'on est pratiquement en mode d'échange de flux d'informations de manière continue. On a aussi donc l'automatisation de plusieurs processus, donc simplification du parcours, gain de temps, et donc je rejoins aussi ce qu'a dit mon collègue Yacine, donc par rapport au gain de timing, c'est-à-dire les équipes achats vont avoir beaucoup plus de temps pour se focaliser sur les activités à plus de valeur ajoutée. Donc, qui dit, bon, la loi de Pareto, bon, quand je vais me focaliser sur les 20% d'achats qui vont me générer 80% de business, ben, on a tout gagné et tout ça. Donc, c'est important. Donc, le gain, vraiment, il est énorme. La traçabilité, bon, on l'a encore tous vécu avec le blocage qu'on a vécu. Il fallait du jour au lendemain continuer, mais bon, comment je peux continuer si je n'ai pas accès à l'information, si je n'ai pas accès aux données, que ce soit données fournisseurs, que ce soit des conditions d'achat et tout ça. Bon, la traçabilité, donc, elle est apportée, donc c'est une donnée parce que, bon, qui dit traçabilité dit je vais capitaliser sur les acquis qu'on a déjà eu, donc on va continuer dans la performance, on va continuer dans l'amélioration continue. Donc, le pilotage des livraisons ou de la prestation, de la qualité des prestations aux fournisseurs avec tout ce qui est tracking et tout ça en temps réel, c'est des choses qui est important. La gestion des paiements fournisseurs, parce que, comme je dis, gestion automatisée ou industrialisation des paiements fournisseurs, quelque part, je suis en train d'assurer la pérennité des fournisseurs parce que finalement, si nos fournisseurs ont une difficulté en termes de paiement, c'est leur viabilité. Ben, s'ils ont un problème de viabilité, d'une façon ou d'une autre, l'impact il va être sur nos activités. Donc, de manière, donc, on a intérêt à ce qu'on veut se développer, mais ce développement se fera en parallèle avec le développement de notre écosystème, de nos fournisseurs qui doivent rester en bonne santé financière pour qu'ils puissent nous apporter de la valeur ajoutée. Donc, la liste des impacts et des gains, elle est énorme. Je peux continuer toute la soirée, on ne finira pas. Franchement, c'est très clair et c'est très instructif. Alors, Madame Amel Fiani nous a rejoint. Je ne sais pas si vous arrivez à nous entendre. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Alors, en fait, je me permets de te reposer la même question. Donc, on vient de parler de l'importance de la digitalisation, de l'impact qu'elle peut avoir sur les métiers des achats. Et en fait, on est passé à la question de manière pratique, comment vous avez conduit, en tout cas, toute la fonction logistique au sein d'un groupe international, dans une multinationale, et certainement, vous avez fait appel à de la transformation digitale. Donc, je voulais avoir votre point de vue pratique et pragmatique sur comment on fait ça de manière opérationnelle. On est maintenant convaincu à travers les interventions de Yacine et Latifa de l'importance et de l'impact de cette digitalisation, mais on aimerait bien savoir comment, de manière opérationnelle, vous l'avez fait au sein de GSK ou comment on peut le faire au sein de nos entreprises. Merci, très bien. Merci pour la question. Et en fait, là, c'était… moi, je suis très, très ravie d'avoir participé à l'implémentation de la digitalisation au niveau de notre société, dans la mesure où c'est quelque chose qui a permis
au fait de dégager pas mal de points dont je vais en parler par la suite. Mais pragmatiquement, pour réussir cette digitalisation, il faut réunir toutes les parties prenantes qui interviennent dans le processus achat, que ce soit au niveau des demandeurs, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau des personnes qui sont des validateurs des différents flux, parce que là, la réussite de tout ça se fait dans le cadre dans la connexion de tous les flux, que ce soit en amont, que ce soit en aval, que ce soit au niveau de toute la chaîne, pas uniquement les achats, mais il y a la supply chain, il y a le P2P, il y a la demand, il y a le stockage, il y a toutes les chaînes. Donc, il faut réunir tout ce beau monde, voir quels sont les différents flux, les interconnexions qui se font entre eux, dégager des flux qui peuvent être standards, qui peuvent être utilisés d'une manière fluide, voir quels sont les petits couacs qui peuvent générer des petits soucis, y remédier, faire des tests. De moment que d'abord, c'est dans la théorie, c'est dans des project plans, et après, au moment des tests fit, voir quels sont les différents flux qui peuvent être implémentés, quelles sont les différentes étapes qui doivent être validées. Il y a des étapes intermédiaires qui sont validées par les équipes, faire des essais avant que ce soit live. Donc, il y a tout ce qu'on appelle le testing. Donc, le testing est fait par un pool de personnes dans les users. Donc, on fait des super users pour voir comment ils vont, voir quelles sont les différentes possibilités. Est-ce que c'est vraiment bien fait? Est-ce qu'il y a encore des fine-tuning à faire avant de libérer l'outil pour tout le monde? Donc, il y a plusieurs étapes qui sont faites et à chaque étape, il y a des validations qui doivent être faites et faire des screenings, revalider et revalider pour pouvoir s'assurer que les choses sont faites d'une manière fluide et qu'il n'y aura pas de soucis. Donc, et après, il y a toute l'implémentation de tout ce qui était en mode manuel, donc injecter les entrants, vérifier est-ce que tout ce qui se fait d'une manière manuelle maintenant, il est opérationnel, assurer aussi la période de transition et assurer également la communication en interne et en externe et assurer le change management qui est très importante, une donnée très importante par rapport aux gens. Pour réussir ce projet, il faut accompagner les gens, les former, leur donner l'appétit d'utiliser cet outil pour pouvoir qu'il ne reste pas, comme a dit Yassine, non utilisé, et aussi fermer tous les robinets des autres outils qui étaient utilisés pour donner l'accès aux gens pour utiliser que cet outil. S'ils ne le font pas, ils vont jamais le faire. Mais à travers la communication, à travers le change management, à travers les différentes formations, le pool on les appelle les super users qui peuvent guider les autres personnes. Donc, faire ce qu'on appelle une stabilisation de process pour, en fin de compte, permettre aux gens que cet outil soit utilisé ou cette plateforme ou cette ERP soit utilisée de manière fluide dans les différentes business units, dans les différents départements, et avoir par la suite ce qu'on appelle un retour sur expérience pour pouvoir encore faire un fine-tuning. Ça, c'est très important et c'est un processus dynamique. La stabilisation ne va pas se faire 1 mois ou 2 mois, mais c'est une stabilisation qui peut prendre quelques temps pour voir émerger éventuellement des soucis qui n'étaient pas évidents au départ. Donc ça, c'est par rapport à l'outil. L'impact est très important dans la société pour permettre la gestion de risk management, de la conformité, la compliance, réduire le temps sur la partie transactionnelle au niveau de tous les business owners et augmenter la valeur de ce que les achats font, parce que cette partie-là, elle est vraiment importante, mais les achats ne sont pas
peut être uniquement par rapport à ça, mais il y a une valeur ajoutée dans la gestion de fournisseurs, la gestion des risques, la gestion stratégique de tout le portefeuille qui dépend de chaque société, parce que chaque société a une vision stratégique, mais il y a une interconnexion qui permet en fin de compte d'avoir un temps pour libérer les ressources pour faire tout ce qui est de valeur ajoutée. Ça a été bien dit par Latefa, par Fatine, par Yassine et par Khadija. Donc là, c'est très important. Partie compliance, partie risk management, partie monitoring, et aussi garder la traçabilité et aussi avoir l'agilité pour que si jamais il n'y a pas une personne qui est disponible, il y a une autre personne qui peut être sans backup. Et c'est vraiment dans l'agilité aussi que ça se fait, comme a dit aussi Fatih. Donc, je ne sais pas si tu répondais à ta question. C'est très clair, Amel. Moi, je pense qu'il y a beaucoup là aussi de mots-clés qui sont importants. Donc, on a parlé de compliance, de risk management. On a parlé aussi de tester avec les utilisateurs et d'essayer vraiment de faire une logique de réitération avec eux. On a parlé aussi, ça c'est important, de conduite de changement parce que le constat qui a été fait justement avec l'étude, c'est que ça ne suffit pas de mettre en place des outils, mais il faut par la suite les utiliser. Je vais continuer avec toi, Amel, si tu permets, sur la question justement des bénéfices. Tu as commencé déjà un peu à la toucher, mais aujourd'hui, bien sûr, tout ça, il faut que ça génère quelque chose. Bon, ça va générer certainement cette libération du temps pour des choses un peu plus intéressantes. Donc, au lieu de passer du temps à gérer de l'administratif et du papier, et de la paperasse et du process, on laisse le système le gérer. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages que l'entreprise peut tirer? Bon, on a parlé un peu au début des avantages, mais de manière concrète, est-ce que vous avez, vous, dans votre contexte d'entreprise, des choses concrètes qui ont pu découler de cette démarche de digitalisation? Absolument, absolument. Dans la mesure où, quand vous mettez en place un outil pareil, donc ça libère, vous donnez plus d'empowerment aux business owners, donc ils peuvent eux-mêmes faire les achats. Vous n'êtes pas obligé d'assurer le volet P2P. Donc, vous mettez en place les bonnes pratiques, vous mettez en place les process nécessaires, les guidance et les verrous nécessaires par rapport à chaque société, à chaque type de spend. Donc là, désolé, il y a des mots qui reviennent de temps en temps en anglais, donc désolé pour le... Donc, quand vous mettez ce process en marche, donc il y a beaucoup de bénéfices. D'abord, vous mettez des catalogues. Donc, les business users vont utiliser directement les catalogues. Donc, ils vont pas, et vous êtes sûr que vous êtes tout à fait 100% compliant avec le process d'achat et que s'il y a un audit, s'il y a un management monitoring qui se fait, donc vous n'avez pas de souci parce que les users vont directement aller faire leur shopping directement à partir de cette liste de catalogues qu'ils ont. Donc, ça, c'est de 1. De 2, vous avez la data nécessaire pour pouvoir faire des projections, pour pouvoir faire des synergies, pour pouvoir aller faire de la stratégie achat par rapport à chaque type, à chaque portefeuille. Et donc, ça vous permet aussi de vous projeter sur une période bien déterminée et aussi créer ce qu'on appelle la chaîne de valeur à partir de cela. Et aussi, ça vous permet aussi si jamais il y a des risques, à travers le management que vous faites régulièrement, s'assurer que tous les risques liés à l'achat sont bien maîtrisés, visuels. Il y a toute la traçabilité, toute la transparence sur le processus achat et sur les différentes paliers que vous créez au niveau de tous le flux que tout le monde commence à maîtriser. Donc ça, c'est quelques bénéfices par rapport à cela. Merci beaucoup, Amel. Alors, on va essayer d'accélérer, si vous le permettez, parce qu'on est en manque de temps. Donc, on va essayer d'aller rapidement sur les questions qui restent. Alors, Khadija, je pense que Amel a commencé à parler un peu d'un certain nombre de défis qui se posent quand on veut digitaliser. J'aimerais bien avoir ta perspective. Bon, on a parlé de problématiques de changement, on a parlé en fait, de questions relatives à, on va dire, à la désintermédiation en termes de fonctions d'achat. Quels sont aujourd'hui les défis, vous, en tant que consultant, quand vous accompagnez des entreprises, vous avez certainement un certain nombre de retours en termes
de défis qui se posent lors de ce type de processus de digitalisation. Quels sont les principaux défis? Et je vais me permettre d'ajouter à ça une question, si tu permets, qui est plus relatif à… Alors, beaucoup de gens qui veulent faire la digitalisation se posent toujours aussi la problématique ou les questions de défi du processus achat lui-même. C'est-à-dire, est-ce que le processus achat lui-même n'est pas en soi quelque chose qui peut constituer un défi pour la digitalisation d'une entreprise? Alors, effectivement, merci pour cette question parce que, en fait, effectivement, on parle de digitalisation, mais est-ce que, et on voit plusieurs expériences non abouties de ces digitalisations. Et quand on vient analyser, en fait, ce qui se passe, plusieurs fois, enfin bon, moi j'ai même travaillé dans une entreprise où j'ai vu qu'en fait, on essayait de mettre en place un outil achat depuis plusieurs années. On a essayé de faire des essais à plusieurs reprises, mais en fait, on n'y arrivait pas. D'accord? Et donc, ces défis-là, en fait, comme tu les as appelés Zohair, on peut en fait les mettre dans certaines catégories. Alors, première des choses, avant qu'un acheteur puisse dire, voilà, je veux digitaliser ma fonction, il faut déjà la structurer, cette fonction. Donc déjà, il faut qu'on ait du catégorie management, il faut qu'on ait un vrai panel fournisseur, il faut qu'on ait vraiment tous les outils achats qui soient correctement mis en place, qui soient correctement décrits et qu'on ait vraiment une bonne structuration de notre fonction achat. Sans cela, en fait, notre outil, on va vraiment l'utiliser comme un outil de saisie et on ne pourra pas à ce moment-là en sortir quelque chose, on ne pourra pas en sortir des chiffres et on ne pourra pas faire du span management dessus. D'accord? Et là, c'est un point qui est très, très important. Pas de catégorie management, on ne pourra pas derrière savoir ce qu'on dépense par famille d'achat, ce qu'on dépense par article, etc., etc. D'accord? Deuxième point, et qui est un point, et je pense que là, c'est un point vraiment bloquant, c'est la simplification des processus. Alors, quand on est dans un process achat, généralement, on aime bien mettre plein de contrôles partout, on aime bien mettre plein de documentation de partout, et on veut en fait que ce processus, on va dire, un peu tordu et très contrôlé, on veut vraiment le mettre dans un outil informatique. Et donc, ce qu'on essaye de faire généralement, c'est un peu d'aller tordre une solution existante ou une solution assez standard et de vouloir l'adapter à vraiment tout ce dont on a besoin pour être confortable dans notre processus achat. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Du coup, on est en train de créer même une usine à gaz de ce logiciel achat, alors qu'en fait, en simplifiant juste ces processus et en ayant des processus qui soient assez fluides, on peut facilement les digitaliser. Donc là aussi, il faudrait, avant de commencer à se dire que je vais digitaliser, il faudrait penser à simplifier d'abord pour pouvoir justement mettre nos process dans un outil qui soit le plus standard possible. Alors, un autre défi aussi, voilà, j'ai digitalisé, j'arrive à sortir des données. Là, il faudrait que moi, mes équipes, je sois capable aussi d'utiliser ces outils-là, que je sois capable d'utiliser Excel, que je sois capable d'utiliser, par exemple, des outils de BI, que je puisse analyser en fait les données qui puissent me sortir tous ces outils. Donc là, c'est très important. Il faut que j'ai la compétence et la connaissance pour pouvoir utiliser ces outils-là. Et il faut que j'ai aussi la compétence et la capacité à analyser et critiquer en fait les chiffres qui seront sortis à partir de ces outils. Et là aussi, c'est très important. Quand on est face à un outil, une erreur de saisie ou une erreur de saisie principalement ne pourra pas forcément être détectée et elle pourra fausser tous les résultats obtenus. Donc, il faut avoir cette clairvoyance une fois qu'on sort les résultats de pouvoir se dire « Ah, mais ce résultat n'est pas conforme à ce que j'obtiens d'habitude ou à mon process ou à comment va le train de mes achats. » Donc, et c'est là où je vais aller rechercher s'il y a une erreur quelque part ou si je dois corriger quelque chose. Donc, il faut qu'on ait cet esprit critique de données et de chiffres qui sont obtenus à travers ces outils de digitalisation des achats. Et un autre point qui est très important, c'est la conduite de changement. Je pense qu'on en a tous parlé. J'ai entendu Latefa, Fatine, Yassine, et là, il y a Amel qui vient d'en parler. Il faut qu'au niveau de l'entreprise, on puisse mener une vraie transformation en termes de mindset pour pouvoir justement assurer que ces outils marchent, pour que tout le monde puisse saisir et que tout le monde puisse en fait utiliser ces outils de la bonne façon, qu'on ne soit pas un peu dans les chiffres que Yassine a cités tout à l'heure, d'outils existants mais non utilisés.
Parfait, bah, c'est très clair, Khadija. Moi, juste une petite question, mais enfin, je vais revenir à ça peut-être plus tard. Par contre, je voulais en fait demander à Fatine, je sais que la Fondation Masser est connue pour beaucoup de réalisations dans le domaine de la recherche scientifique. Pendant Covid, elle a innové de manière extraordinaire sur plusieurs sujets, mais le dernier, c'était les tests, et les tests 100% marocains. Mais au-delà de ça, la Fondation a fait une démarche de transformation digitale interne et j'aimerais bien que vous nous parliez de ça, de cette belle expérience. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer et un peu on va dire, quels sont les grands, on va dire, chantiers que vous avez lancés et que vous avez réussi dans ce projet de transformation. Alors, merci Zoher. Avant d'introduire le sujet et la transformation, le parcours de la transformation digitale au sein de Massir, je souhaite quand même présenter brièvement la fondation. Alors, Massir est une fondation à but non lucratif qui est créée par les pouvoirs publics en 2007 et qui a pour mission de réaliser de la R&D orientée marché, appliquée et applicable autour de 3 pôles de recherche, à savoir la biotechnologie, la microélectronique et les matériaux. Alors, j'aimerais bien, Zoher, qu'on puisse lancer le film institutionnel rapidement pour qu'on puisse, avant de parler du parcours en transformation digitale de la Fondation. Très bien, ben, on voit la vidéo tout de suite. Par contre, le son, on n'arrive pas à l'entendre. Je ne sais pas si… Très bien. Massir est une institution à but non lucratif. Elle a pour mission la promotion de la recherche scientifique et le développement technologique. Depuis sa création en 2007, elle offre une alternative optimale aux industriels pour innover dans leur domaine d'activité en minimisant le risque lié à l'investissement en R&D. Son offre de collaboration permet de partenariat gagnant-gagnant. Massir offre des solutions innovantes et rentables à ses partenaires. Pour cela, la Fondation dispose d'équipements à la pointe de la technologie et des compétences humaines de haut niveau. Massir mène des projets de R&D sur mesure répondant aux besoins de l'industrie dans 3 pôles de recherche: la biotechnologie, la microélectronique et les matériaux. Doté d'une équipe de chercheurs experts et d'une plateforme à la pointe de la technologie, les travaux du Centre de biotechnologie médicale portent sur le développement des premiers kits 100% marocains, innovants et à bas coût. Ces kits permettent le dépistage et le diagnostic Je pense que c'est en train de se charger. Je ne sais pas si Fatine, tu peux commenter en parallèle le temps que le… Alors, comme vous pouvez le constater aujourd'hui au sein de Massir, l'innovation est dans l'ADN des Massiriens. Alors, au niveau de la direction achat, nous ne pouvions pas faire l'exception à CER. Alors, le top management de la Fondation, il a placé tout d'abord la transformation digitale comme un axe stratégique dans le pilotage et la gouvernance de l'activité de différentes disciplines, pas uniquement les achats, d'accord? Du coup, au niveau de la direction achat, nous devions innover dans notre process afin de pouvoir accompagner au mieux la réalisation des projets de la Fondation et répondre aux besoins de nos équipes de chercheurs et ingénieurs dans les différents domaines de la R&D dont s'inscrit la Fondation Massir. D'accord? Alors, comme le veut le processus, on a démarré le projet de digitalisation ou de transformation digitale
et à bas coût. Voilà, ça reprend. On va laisser. Permettent le dépistage et le diagnostic. Je pense que la vidéo elle est vraiment très haute définition. Ça devrait être du 4K, c'est pour cela. Absolument. Bon, Je pense, Fathine, on peut enchaîner. De Absolument. toute façon, on ne s'attendait pas à moins de haute définition de la part de Masseriel. Merci. Alors, comme je disais, on a démarré le processus par un RFI, un RFQ, un Request for Quotation et un Request for Information, avec le support de la direction système d'information, afin de réaliser une analyse de marché des différentes solutions ERP existantes. D'accord? Puis, une analyse TCO a été faite, un Total Cost Ownership, et le choix a porté sur la version Odoo communautaire que nous utilisons aujourd'hui, vu que nous disposons déjà de modules dans la gestion de projet et autres modules de gestion. Alors, l'idée pour moi, c'était de donner la visibilité à nos demandeurs, à utilisateurs, sur le statut de leur DA tout au long du processus, en temps réel. D'accord? Et en parallèle à cela, on a mené une enquête de satisfaction du service rendu par le pôle achat et logistique. Parce que pour nous, les achats, ils sont au service des chercheurs et des ingénieurs. Du coup, nous sommes dans un état d'esprit de service qu'on rend auprès de nos utilisateurs. Et à ce moment-là, une fois qu'on a pu recueillir l'ensemble des propositions et suggestions d'amélioration, d'accord, nous avons dès lors pu identifier les 3 volets que nous souhaitons digitaliser. Alors, on a commencé par le premier volet qui est le source to contract, qui reprend un peu le portail d'homologation fournisseur que nous venons de lancer d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, on a eu le droit au lancement du portail e-supply aujourd'hui même, cet après-midi. Puis, il y avait la gestion électronique de la consultation jusqu'à la contractualisation des achats. D'accord? Ça, c'était le premier volet. Suivi de la gestion, on va dire, du procure to pay. Alors, toute la gestion de la commande, de sa réception, ainsi que la facturation électronique. Puis, il y a le troisième volet qui est aussi important, qui revêt de la performance des achats. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu travailler sur la performance de la relation fournisseur avec, comme nous sommes certifiés ISO 9001, nous avons des évaluations fournisseurs de façon annuelle qui se font. Et aujourd'hui, on fait aussi des évaluations à chaud lors de chaque livraison pour déterminer la conformité des produits, le délai, et puis les évaluations à froid qui se font de façon annuelle pour améliorer et assurer un suivi avec nos partenaires et les pousser à s'améliorer au quotidien. Et puis, il y a la gestion des KPI, bien sûr, qui est un point et un élément très important pour qu'on puisse piloter notre activité. Alors, une fois le cahier des charges a été bien renseigné, bien, on va dire, digéré au niveau des achats, parce qu'on était, pour une fois, prescripteur. On a toujours généralement l'habitude d'acheter pour les autres. Alors, aujourd'hui, on a acheté pour nous-mêmes. Dans le cadre de ce projet. On a lancé une consultation pour sélectionner le partenaire intégrateur, d'accord? Une fois le partenaire a été identifié, nous avons mis en place un comité de pilotage intégrant les différentes parties prenantes, notamment commençant par les acheteurs, parce que chaque acheteur avait une mission dans le cadre d'un volet déterminé dans le projet de digitalisation, parce qu'il fallait donner aussi aux acheteurs le sens de ce qu'on est en train de faire et les impliquer pour qu'ils puissent par la suite utiliser l'outil. Et puis, il y avait la DSI, la direction système d'information, qui a eu pour mission d'orchestrer, on va dire, le projet entre nous-mêmes acheteurs et le prestataire lors des différentes réunions qui ont eu lieu de suivi et de cadrage. Et bien évidemment, nous avons intégré des représentants métiers. Dans notre cas, c'était les chercheurs et les ingénieurs
pour la définition d'un processus optimal tout en assurant le respect de la procédure achat. Et sans oublier, bien évidemment, la direction financière qui est un partenaire aussi étroit aux achats afin d'arrêter les règles de gestion nécessaires. Alors, en gros, je pourrais dire qu'il s'agit d'un travail collaboratif aussi bien en interne qu'en externe. Alors, voilà principalement un peu le parcours de la Fondation Massir dans sa transformation digitale. Aujourd'hui, c'est fait. Nous avons commencé déjà par la communication aujourd'hui même auprès de nos partenaires, on va dire, externes. Et puis, bien avant cela, lors de la phase test, nous avons fait un webinaire en interne lors des mercredis des formations pour sensibiliser nos utilisateurs en interne et l'ensemble du personnel. Voilà un peu, Zoé. Bravo, franchement, c'est excellent ce que vous faites. Enfin, moi, je suis un fan de Massir depuis très longtemps, vu toutes les réalisations. En fait, vous êtes l'image du Maroc en termes d'innovation, de R&D, et c'est magnifique ce que vous faites. Et je suis d'autant plus fan que vous avez choisi un outil que j'apprécie beaucoup, qui est Odoo, qui est un outil open source, mais qui apporte énormément de valeur. On voit par exemple un autre modèle d'organisation qui s'est très bien digitalisé, qui est la Portnet, qui est une institution modèle dans le domaine de la digitalisation, qui a fait aussi le choix de cet outil, qui est un outil open source qui apporte beaucoup de valeur et en même temps optimise aussi bien le coût, mais aussi l'ownership du produit sur ce type de questions. Peut-être juste rapidement, encore une fois, Fatine, vous avez fait l'expérience. Ouais. Quels sont les facteurs principaux qui ont fait que ça a réussi à votre niveau et quels seraient, à votre avis, les facteurs clés de manière générale qui feraient réussir un projet de digitalisation des achats? Alors, honnêtement, Zuhir, à mon sens, je les énumère en nombre de 5 facteurs clés. Pour moi, le premier facteur important, c'est une équipe de projet mobilisée. C'est important d'avoir une équipe motivée qui comprend réellement l'enjeu du projet. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir les personnes autour de ce projet, que ce soit au niveau des achats, des métiers ou au niveau de la DSI qui ont orchestré le projet. Mais bien avant cela, il y a aussi le fait que ça soit inscrit dans la stratégie de la direction générale du top management donne un peu le poids au projet auprès de tous. Ça, c'est important. On va dire que c'est le premier point pour moi important. Puis, le deuxième, on va dire une bonne définition du besoin. Le processus achat, un processus qui est bien défini, synonyme à un paramétrage réussi pour moi. C'est très important. D'accord? Et puis, bon, après, une fois la définition est effectuée, nous avons lancé le test. Je dirais la troisième phase, c'est la phase de test de la solution à partir de cas d'usage concrets. Parce que la phase de test est un moment très précieux pour recueillir les premières impressions des utilisateurs. D'accord? Et puis, comme quatrième, on va dire, facteur clé, c'est la communication. Alors, aussi bien en interne qu'en externe, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, en interne, au fur et à mesure de l'avancement du projet avec les utilisateurs, il fallait communiquer afin d'assurer leur adhésion, d'accord, au projet. Il faut faire du lancement de la solution achat un véritable événement. Alors, nous avions animé un webinaire en interne lors des mercredis de formation que Massir a l'habitude de faire pour les sensibiliser, d'accord? Et en externe, comme je venais de le dire, nous avons assuré aujourd'hui même le lancement du portail eSupply auprès de nos partenaires pour les accompagner dans cette démarche. Alors, et enfin, le cinquième facteur pour moi qui est juste, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est la digitalisation et une démarche progressive. C'est un processus continu. Dès lors, on commence à digitaliser, l'appétit, elle souffre. On dit l'appétit, on a de l'appétit en mangeant. Alors, c'est comme ça, la digitalisation. Dès lors, on démarre.
on a encore envie de tout digitaliser. Du coup, aujourd'hui, moi, au sein de la direction, on est déjà sur le prochain projet. Absolument. Alors, il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas digitaliser le tout en one shot. Il faut y aller step by step. Et puis, bon, c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir, on dit, les 5 facteurs clés. Une équipe mobilisée, on va dire, une bonne définition du besoin, de la communication, le test en interne et il faut y aller en step by step. Voilà. Parfait. Bah, une belle équipe d'ailleurs à la tête de Nasser, des femmes de grande valeur qui pilotent ce type de projet et autour aussi de ce webinaire, beaucoup de femmes. On est On n'entend plus rien. Par des femmes dans nos entreprises et dans notre pays. Aujourd'hui, la ministre de la Transition digitale est aussi une femme qui a beaucoup de valeur et qui apporte énormément. Alors, je vais terminer avec Latefa et Amel sur une question, je pense que tout le monde se pose, qui est, on va dire, la cerise sur le gâteau de ce webinaire. Vous, de votre perspective dans des grands groupes marocains et multinationaux, si vous avez à conseiller des entreprises marocaines en termes de digitalisation de la fonction des achats, quels seraient à votre avis les meilleurs conseils et les bonnes pratiques à recommander? Donc, je vais commencer avec Latefa et je termine avec Emma. Je dirais tout simplement que la transformation digitale et la digitalisation, ça devient une histoire de viabilité, de vie ou de mort. Donc, on est dans l'ère numérique, on est dans un écosystème qui bouge énormément. Donc, les entreprises, pour pouvoir continuer à survivre dans un environnement ouvert, global, où il n'y a plus de barrières entre les pays et tout ça, donc c'est toute la chaîne qui doit être digitalisée. Donc, et encore une fois, je dis que ce soit l'entreprise, que ce soit son écosystème externe. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, à partir du moment où on est dans cet esprit-là de digitalisation, de nécessité pour la viabilité, pour l'évolution de nos business modèles, pour l'optimisation des coûts, il faudra y aller. Après, donc, ça passera aussi, bon, comme ce qu'elle a dit, Fatine, ça passera par un sponsoring au niveau du top management. C'est important que ce choix-là soit inscrit à très haut niveau, de manière à ce que c'est-à-dire les participants, que l'élément humain soit un acteur actif qui va y contribuer, parce qu'avant tout, c'est aussi une transformation humaine. Certes, l'outil, il est là pour apporter de la valeur ajoutée, pour apporter de la plus-value, mais sans une implication humaine, sans une culture d'entreprise qui converge vers le même sens, c'est très difficile. Après, bon, là aussi, bon, je vais peut-être un peu… c'est bon, ce qu'a dit Fatine, il reflète un peu la réalité. Donc, ça passe par une très bonne expression du besoin, un besoin fonctionnel, d'accord, qui va refléter les besoins, qui va refléter le quotidien de chacun, de chaque acteur dans le processus logistique, dans la vie d'activité d'achat, qui reflète les besoins. Donc, une bonne expression de besoin fonctionnel qui retrace ce qu'on veut, une planification, donc en même temps une planification étalée dans le temps pour sécuriser, pour qu'à chaque fois qu'on fasse quelque chose, c'est sécurisé, c'est testé, ça traduit ce qu'on veut avant de partir à l'étape d'après. Donc, l'accompagnement en termes de change management, de communication, donc c'est des éléments qui sont très, très importants pour la réussite de cet élément-là, comme je l'ai dit, il reflète la viabilité et la continuité de chaque entreprise dans l'écosystème. Finalement, c'est du bon sens parce que tout projet de transformation, je pense que c'est les mêmes clés de succès, c'est les mêmes, on va dire, conseils. C'est d'abord l'équipe, c'est la bonne définition, c'est la conduite de changement, c'est la communication. Donc, finalement, on rejoint en fait pratiquement tous les projets de transformation d'entreprise. Amel, je termine avec toi. Il y a des questions, je sais qu'on a dépassé un peu le temps, si vous permettez.
On va Je vais prendre ajouter peut-être brièvement. ton Ouais. intervention. Vas-y. Oui, brièvement, donc j'ajouterais que la clé aussi, c'est dans la planification, dans la préparation de projet. Donc là, vraiment, vraiment, le succès de l'implémentation passe par l'implémentation et la planification de projet, avoir, comme tu as dit, c'est comme un project plan. Tu es en train de mettre en place un projet, donc mettre les ressources, avoir une équipe dédiée à ce projet qui peut être multidisciplinaire pour pouvoir s'assurer que toute la question a été faite, les 360 degrés de la question sont abordés. Et bien entendu, donc, il y a effectivement donc, des revues intermédiaires qui se font. Et donc, je ne redirai pas ce qui a été déjà dit par la TEFA. Donc, je laisse peut-être le temps pour les questions. Très bien. Ben, merci beaucoup, Amel. Merci à tous pour vos interventions qui ont été très claires et très pertinentes. Je pense qu'en en tout cas, à cette personne, j'ai appris beaucoup de choses. On va ouvrir le débat tout de suite. Donc, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais entre-temps, je vais juste en fait, relayer un message de l'ESSELSCA qui co-organise cet événement avec l'AMCA. C'est le lancement en fait d'un master exécutif en procurement management. Et donc, il y a le lien sur le live et également en fait, un MBA spécialisé en transformation digitale et en stratégie de transformation digitale. Donc voilà, c'est juste pour relayer cette annonce. Alors, s'il y a des questions, alors je vois déjà qu'il y a 3 questions qui ont été posées. Je vais peut-être rapidement vous les. Alors, il y a une question en fait qui est relative à la question des risques. Donc, je sais qu'à chaque fois quand on parle, et ça c'est presque, on va dire, européen, cette tendance à chaque fois à parler plutôt du risque que des avantages. Mais je me permets de relayer cette question, même si généralement je sais que voilà, on a besoin toujours de se concentrer sur les solutions plutôt que les problèmes. Est-ce qu'il y a des risques liés à cette transformation digitale des achats? Il y a des gens qui pensent même, et ça a été un peu dit dans le live, à la disparition de la fonction achat. Qu'est-ce que vous en pensez, Yassine? Alors, on va dire par rapport à la première question qui est donc relative au risque à achat. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est plus une question de tendance européenne, c'est devenu une problématique mondiale. Donc là, on parle même de pénurie alimentaire sur les 9 prochains mois. Donc là, c'est vraiment, là, on touche des produits de base. On n'est même plus sur des produits, on va dire, de fabrication, des produits basiques comme les semi-conducteurs pour tout ce qui est électronique et tout ce qui est, on va dire, électrique. Donc là, on est vraiment sur le gaz, sur le pétrole. Sur l'Europe, il y a le risque par rapport au gaz parce que la saison hivernale va être très froide cette année. Donc, il y aura besoin de beaucoup d'énergie. Donc là, c'est devenu un problème mondial. Donc, au niveau des achats, bien sûr, on est très concernés parce que c'est nous qui ramenons, on va dire, les ressources extérieures à l'entreprise. Et du coup, on est quelque part responsable du monde extérieur. C'est un peu la définition des achats. Et donc, on doit savoir aussi comment gérer ces risques-là. Maintenant, par rapport à la digitalisation des achats, aussi, il y a des risques. Je pense que le risque majeur, c'est de ne pas pouvoir savoir embarquer, on va dire, les parties prenantes du projet, qui sont d'abord les acheteurs, mais aussi les autres fonctions, on va dire, transverses, les demandeurs, les prescripteurs, on va dire, même les fournisseurs. Donc là, si on reste sur, on va dire, des bribes de digitalisation, on ne va pas avoir le plein potentiel, on va dire, des solutions de digitalisation. La deuxième des choses, c'est aussi l'engagement de la direction générale. Si le directeur achat est conscient on va dire, du problème, il vaut mieux qu'il vende l'idée un peu aux directions générales pour partir sur une digitalisation globale dans la fonction achat, parce que là, la fonction achat, elle va être beaucoup plus, on va dire, impactante par rapport à tout le périmètre de l'entreprise, au lieu d'être sur, on va dire, les process internes et quelques process, on va dire, par rapport aux fournisseurs. Donc là, la fonction achat, si elle réussit sa transformation, il va, on va dire, coller au business model de l'entreprise et surtout apporter beaucoup de valeur ajoutée à ce business model. Donc, de ne pas pouvoir embarquer aussi les parties prenantes, comme l'a dit ici, on en a parlé tout à l'heure, les fournisseurs. Donc, imaginons, on lance un système comme Fluidmassier, les fournisseurs n'y adhèrent pas. Comment faire?
où les acheteurs n'y adhèrent pas, ou même les utilisateurs internes, ils vont essayer de contourner. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de, par exemple, 10% des acheteurs, ils ont des systèmes d'automatisation des commandes, mais ils ne les utilisent pas. Donc, moi, j'ai implémenté ce type de solution. Ça demande des réajustements pendant une certaine durée pour adapter les algorithmes. Ben, ils ne vont pas faire l'effort. Du coup, on va délester, on va dire, l'application. Donc, ça, on va dire, c'est un peu le risque donc d'investir dans un système et de dire qu'il ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment le premier risque, on va dire. Deuxième risque, c'est d'en faire une usine à gaz. C'est-à-dire, il y a des gens qui, quand ils digitalisent, ils veulent adapter le système à leurs pratiques actuelles d'avant digitalisation. Bah, la digitalisation est là pour changer les choses aussi, pour gagner en productivité, pour gagner en vitesse, pour Aussi, gagner… comme on disait, ouais, Khadija, tout à l'heure, pour simplifier aussi, je pense, les processus. Donc, Oui, c'est ça. Donc de vouloir coller exactement ce qu'on avait avant, bah, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, ça peut créer des usines à gaz, on va dire, en termes de développement, aller chercher des spécifiques aussi, de coûts et surtout d'évolution des versions aussi. Le versionning, ça va poser beaucoup de problèmes pour faire évoluer des spécifiques. Et en plus, la dépendance par rapport à l'intégrateur aussi, ça aussi, c'est un risque. Donc, bah, moi, je dirais aussi, c'est qu'on implémente tout ça et on n'a pas de résultat derrière. Donc, ça aussi, ça peut être un risque. Pourquoi? Parce que si on peut avoir juste la productivité, même pas le reste. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la fonction achat, qui soit un petit peu au centre des autres fonctions par rapport aux services extérieurs. Et surtout, il va décoller au modèle économique de l'entreprise pour apporter un maximum de valeur, et non pas rester sur des processus internes pour lesquels on cherche quelques petites optimisations qu'on va réussir à les avoir certainement avec le système. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va être, on va dire, impactant sur notre environnement interne de l'entreprise et sur son environnement externe. pour la deuxième question, Yassine. Si vous pouvez juste la rappeler, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est juste qu'il y a des gens en fait, qui disent que est-ce que la digitalisation ne va pas finir par remplacer la fonction ou les acteurs, un certain nombre d'acteurs dans la chaîne de valeur des achats? En fait, malheureusement, l'environnement intérieur-extérieur, il n'est pas modélisable à 100%. Donc, on ne va jamais remplacer, on va dire, le travail d'un acheteur par des algorithmes. Là, tout à l'heure, avec le Covid, tout est tombé à l'eau quelque part. Tout ce qu'on avait comme capitalisation de savoir par rapport aux fournisseurs externes et besoins internes, ça a été totalement chamboulé. Il y a maintenant des États avec des conseillers internationaux de très haut calibre qui n'arrivent pas à définir une politique pour un mois. Imaginez dans le cadre d'une entreprise qui est dans un environnement national et international. Il va baigner dans cet environnement. Il n'a pas tous les, on va dire, les informations pour pouvoir justement nager dans un courant, on va dire, très, on va dire, perturbé. Donc, l'idée, c'est la robotisation. Maintenant, on parle de RPA, qui est aussi une des fonctions donc, dans le traitement achat. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça fait gagner du temps. On a parlé du catalogue automatique, on a parlé de l'ADA automatique, du bon de commande automatique, des reports automatiques. Ça, c'est bien. Mais le temps qu'on dégage, c'est pour aller chercher de la valeur. Donc, la valeur, on ne va jamais arrêter de la chercher. Il m'est arrivé d'être dans les usines Barcelone de HP. Ils sont en train d'imprimer des avions. Donc, ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils sont en train d'imprimer des avions que nous n'avons plus besoin de gens. Ces gens-là, ils sont en train de développer des choses, d'aller chercher des partenaires pour faire des mini-robots pour imprimer, on va dire, du 7D. Donc, un pixel, donc un pigment, pardon, ce n'est pas un pixel, c'est un pigment de plastique qui va être conducteur de connexion, d'énergie, et il va être coloré, donc en termes de couleur, et va faire de l'isolation thermique, tout ça dans un pigment. Donc, imaginez le niveau de développement et de recherche qu'il faut. Donc, l'acheteur, il va toujours être impliqué dans cette R&D, donc recherche et développement, et va chercher les meilleurs partenaires qui sont capables d'apporter de la valeur. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend un pays comme la France, l'innovation est passée, c'est les achats carrément. C'est-à-dire maintenant, on a des directeurs achats et innovation. Et c'est devenu quelque chose de courant en France. Au Maroc, ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle l'Innovation Days, l'Open Days Innovation. Ils vont appeler tous les fournisseurs. Ils vont sélectionner ceux qui apportent les idées les plus ingénieuses pour pouvoir développer, on va dire, l'innovation au sein de l'entreprise. Donc, au Maroc, c'est quelque chose qui commence. Il y a des grands groupes qui l'ont mis en place. Mais ce n'est pas, on va dire, les 20-80. On va dire c'est 1 ou 5%, même pas 2% peut-être du tissu national d'entreprise.
Donc, les autres doivent venir, donc, et surtout les directeurs achats doivent être reconnus comme étant, on va dire, le vecteur d'innovation pour l'entreprise. Donc, quelque part, il y a toujours recherche d'innovation, de développement, et quelque part, on est obligé de se délester ou de robotiser des tâches chronophages, surtout pour aller chercher des tâches de valeur. Parfait. Parfait, Yacine. Alors, il y a une autre question. C'est un ami qui est Chief Digital Officer d'un grand groupe marocain qui pose la question. En fait, on sent le gars qui est impacté d'une certaine manière. Alors, il pose en fait la question par rapport à aujourd'hui, le processus achat, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il ne participe pas non plus à bloquer dans certains cas le travail en termes de transformation digitale d'une entreprise ou d'innovation. Alors, pourquoi il dit ça en résumé? Parce que justement, on a parlé de problèmes bien définis, de besoins bien définis, alors que dans la majorité des cas, quand on est sur des sujets d'innovation, on est sur des besoins qui vont changer rapidement dans le temps, qui ne sont pas forcément très bien définis et donc qui peuvent justement poser des problématiques. Bon, déjà, Yacine, il a un peu esquissé une partie de la réponse tout à l'heure en parlant d'Open Innovation, mais j'aimerais bien avoir la perspective de Khadija et Latifa autour de ce sujet. Si je peux me permettre de prendre la parole. Donc, aujourd'hui, même le métier achat, il y a une évolution. L'acheteur devient un business partner. Il est dans l'accompagnement. Donc, quand est-ce qu'il y a cette sensation de dire l'achat et ils sont en train de bloquer? C'est quand il y a, ça nous arrive, et je pense tous, de recevoir des expressions de besoin qui sont plutôt orientées vers la solution d'un acteur X ou Y, et c'est pas des cahiers de charges fonctionnent et tout ça. C'est là où il y a un peu de résistance, où on essaye d'accompagner. Mais à partir du moment où on est en business partner, on a les mêmes objectifs. Je pense que chaque personne ou chaque entité dans l'entreprise, il a le même objectif, c'est la réussite, c'est l'atteinte de l'objectif. À partir du moment où on est dans cette orientation-là, il y a un travail d'accompagnement en amont. Même le métier achat, il donne des outils, il donne plusieurs possibilités pour sourcer, pour voir qu'est-ce qui est proposé dans le marché. On peut faire des RFI, on peut faire plusieurs choses, on peut faire des ateliers, des workshops pour comprendre qu'est-ce qui est sur le marché, qu'est-ce qui peut être faisable et tout ça pour essayer de converger vers des besoins qui sont réalisables, parce que l'idée, c'est de ne pas encore, oui pour l'innovation, oui pour le développement, pour l'apport de nouvelles activités, mais en même temps, justement, le rôle de l'achat aussi, c'est de s'assurer de la concrétisation et de la faisabilité de ce qu'on est en train de faire, et on va jamais dire non pour le plaisir, pour le plaisir de le faire, c'est parce que on a justement, on a accès à un écosystème, on voit qu'est-ce qui se passe, on discute, on regarde la faisabilité, et à partir de là, c'est pour ça, des fois, le fait de dire non, attention, tu peux faire autrement, il est perçu comme un blocage, mais c'est loin d'être le cas. Donc, c'est un mindset, c'est un changement de mindset qui s'est déjà opéré dans d'autres prises et qui va suivre. Je pense qu'aujourd'hui, la notion de business partner, elle est là, et d'ailleurs, elle touche plusieurs activités de l'entreprise. Donc, on est très confiant. Très bien. Khadija, Alors, je ne sais pas si… Oui, ouais. Alors, après, nous, en fait, je passe la parole à Fatih. Vas-y, Khadija. ouais. Nous, on a une expérience en fait dans ce domaine. Effectivement, en fait, quand on parle d'innovation, je pense qu'on parle rapidement de start-up et d'entreprises qui sont très agiles et qui sont capables en fait d'innover beaucoup plus rapidement que des entreprises qui sont beaucoup plus, on va dire, complexes et beaucoup plus établies en fait dans leur structure. Et effectivement, il faut que les achats s'ouvrent un peu à cette innovation et au fait de faire entrer les startups. Et là, nous, on a eu à accompagner des clients par rapport à ça, par rapport à l'ouverture de leur processus achat, tout en mettant les garde-fous nécessaires. Là où Latifa a parfaitement raison, c'est qu'il faut quand même garder un niveau de
de garde-fous. Il ne faut pas tout de suite ouvrir le process complètement. Mais il faut à ce moment-là ouvrir pour pouvoir capter toute cette innovation arrivant des startups et qui ont besoin de cette agilité, que ce soit en termes de process achat, en termes de garantie qu'ils peuvent apporter par rapport au process, mais même en termes de paiement, en termes de contractualisation. Une startup ne peut pas fonctionner comme une entreprise qui est bien établie dans sa trésorerie, etc., etc. Donc, du coup, effectivement, il faut que le process achat gagne en agilité pour pouvoir justement capter cette innovation qui est présente sur le marché. Et je pense que c'est ce que voulait dire peut-être le monsieur qui a posé la question. C'est plutôt en pensant à cette histoire de start-up et à l'ouverture du processus achat pour capter cela. Parfait. Bon, peut-être Fatine, si tu voulais réagir. Micro. Vas-y, Fatine. Oui, vas-y. Je pense que tu es en muet. Je ne sais pas si tu peux activer le micro. Ok. Très bien. Alors, je disais, Zohir, je saisis l'occasion de ce webinaire et là, j'enlève ma casquette d'acheteuse pour remettre celle d'ambassadrice de Massir, d'accord? Pour dire et véhiculer le message suivant à tous nos acheteurs aujourd'hui au niveau du Maroc, comme quoi Massir aujourd'hui, elle est là pour accompagner tous les industriels, toutes les entreprises pour monter en compétences, pour innover. Moi-même, en plein crise Covid, j'ai été en shortage, j'étais en rupture d'un intrant important. C'était juste un tube où on mettait un peu les enzymes nécessaires pour la détection du COVID-19 dans le cadre du test PCR, où je n'arrivais pas à l'avoir à l'importation. Et grâce au support et au soutien du top management de la Fondation, nous avons challengé nos équipes en interne pour le réaliser. Alors, il a fallu concevoir un produit, un tube bien défini avec des spécifications et des caractéristiques techniques vraiment très spécifiques, d'accord, à RNase free, DNase free, bon, j'en passe des specs et on a réussi. Et on a réussi aujourd'hui, au lieu de l'importer, nous substituons tout cela par de la production locale. Alors, et ça rejoint un peu la banque de projets qui est lancée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Fatine, oui. Tu dois changer de fonction. Tu es plutôt directrice des ventes de Non, mais Massir, c'est un projet qu'on porte dans le cœur. Du coup, on est tous ambassadeurs de cette fondation qui est pour moi une merveille aujourd'hui. On doit être fiers d'avoir une plateforme technologique avec des compétences humaines et bien sûr une plateforme technologique et des équipements importants. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de dérouler tout le film institutionnel, mais j'invite tous les acheteurs à le voir et à venir, Inch'Allah, Massir. Voilà. Alors, dernière question, je sais qu'on a pris trop de temps, mais je vais me permettre de poser une dernière question à Amel et à Yassine. C'est une question relative à la confiance, à la transparence du processus achat. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, la question est relative à la digitalisation, comment la digitalisation peut apporter un maximum de transparence au processus achat. Je pense que ça, d'une certaine manière, ça refère un peu à ce qui était dit plus tôt par Khadija sur la blockchain ou sur l'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui, en digitalisant, on peut garantir une meilleure transparence et une meilleure, on va dire, justice, on va dire, dans le processus achat digitalisé. Donc, je commence à… Donc là, en effet, c'est très important ce que tu es en train de dire parce qu'effectivement, ça permet de garder une transparence et ça permet aussi de garder une certaine ségrégation of duties. Donc, je ne peux pas être demandeur et validateur et en même temps recevoir la livraison et effectivement être et payer la même demande. Donc, ça permet aussi de garder ce n'est pas compartimenté, mais quand même, c'est-à-dire garder un flux très transparent de l'acte achat depuis l'amont jusqu'à la réception définitive jusqu'au paiement. Donc ça, c'est très important. Ça permet aussi de garder une certaine fluidité de l'information, mais aussi ça permet de garder
dans le cas où il y a des mouvements au niveau de l'entreprise. Donc, ça permet qu'il y ait toujours un backup. Ça permet toujours de garder quelqu'un qui va pouvoir valider, qui va pouvoir prendre la main si jamais il y a un souci avec un autre personne qui est dans la même fonction. Et ça permet aussi de garder une certaine fluidité des informations et garder aussi la traçabilité de toutes les transactions qui sont faites. Et je rebondirai juste un petit moment par rapport à la première, à l'autre question, parce que j'avais quand même envie de dire que si on met en place tous ces types d'achats, c'est-à-dire pour faire dégager un moment pour pouvoir travailler sur quelque chose de stratégique, de travailler quelque chose d'innovatif. Aussi, ça permet aussi de travailler en business partner avec les personnes pour pouvoir justement gérer avec eux cette partie-là. Donc là, c'est très important aussi de revenir sur ça. Et désolé d'avoir ouvert cette parenthèse. Non, moi, je pense que c'est important parce que le message qui est dit aujourd'hui par vous en tant que directeur des achats, par Yacine en tant que président de l'association, c'est aussi que en fait, les achats, c'est un business partner. Il se place beaucoup plus aujourd'hui en tant que business partner et donc qu'une entité qui accompagne le business. Donc, je repose la même question à Yacine et il y a une autre question qui est très liée à ça parce qu'en fait, quelqu'un pose la question, est-ce que la fonction achat peut demain être externalisée? Est-ce que c'est quelque chose qui est potentiellement envisageable? C'est un peu contraire à ce qu'on dit quand on dit business partner, mais c'est peut-être aussi lié. Alors, donc déjà, par rapport à la question, on va dire la première question, on parlait donc de la transparence, on va dire achat. Donc, il faut savoir que la modélisation, la digitalisation des achats, par définition, et permet on va dire la transparence et on va dire l'équité de traitement, on va dire, de ce flux d'informations en provenance des fournisseurs. Parce qu'en général, tous les systèmes de ce type, ils permettent le chiffrage, donc le chiffrement, voilà, c'est le langage informatique, le chiffrement, la codification, le cryptage, on va dire, des offres qui sont mis quelque part dans des répertoires appelés coffre-fort. Donc, ça, c'est un peu le langage des acheteurs. Coffre-fort, c'est un répertoire crypté avec une clé. Et la clé, souvent, elle est donnée uniquement au président de la commission, qui peut être le directeur achat ou le directeur général. Et donc, au moment de la fin, on va dire, de délai de soumission, on va dire le directeur général ou le directeur des achats, le directeur de comité achat, on va dire, il va, on va dire, déverrouiller ce coffre-fort et donc les traitements peuvent commencer. Donc, si c'était par rapport à ça, donc pratiquement, je dirais, 95% du système, il prévoit déjà cette option native. Et donc, quand on parle native, c'est-à-dire elle est déjà dans le pipe. Il y a même qui ont ajouté une clé externe. Il y en a même ceux qui sont partis très loin. Ouais. Donc, le monsieur doit être le président de la commission. On doit atteindre la date fin des soumissions, c'est-à-dire l'appel d'offres est terminé, donc soumission stoppée, arrêtée, et il doit avoir la clé. 3 conditions pour qu'il puisse débloquer le coffre-fort. Une fois le coffre-fort débloqué, le répertoire, on va dire, on va recevoir toutes les offres, il change de statut, donc il devient ouvert, et donc les membres de commission, y compris les acheteurs, ils commencent leur traitement, et on a une traçabilité complète de toutes les opérations. Moi, je connais des acheteurs qui travaillent avec des systèmes comme Copa, par exemple, ils ont leur patron à l'étranger. Ils sont basés au Maroc. Il n'a jamais vu son patron. D'accord? Et le patron, il travaille avec lui comme si c'était, on va dire, il était à côté. Même les emails, ils sont embarqués sur l'application. Les échanges sont embarqués sur l'application. Tout est embarqué sur l'application. Et même le contrat, il est embarqué sur l'application. Donc, en fait, finalement, le monsieur, à part le système COPA, il n'a aucun document sur la table, il n'a aucun email, il n'a rien. Il n'a que le système. Il ouvre le PC, il a le système, c'est tout. Donc, même le Excel, il ne l'a pas. D'accord, il a 0 document. Donc, écoutez, donc la digitalisation, ça devient quand même, c'est quelque chose de l'acquis. La transparence, ça devient un acquis. C'est même pas sujet de discussion. Voilà. Là, on parle d'autre chose. C'est un peu les. Donc, là, côté conformité ou compliance, donc on est déjà généralement dans la conformité. Alors, l'audit par rapport à ces systèmes, il va voir uniquement, on va dire ce qu'on appelle, nous, la gestion des exceptions. Donc, en fait, le système doit toujours permettre quelques exceptions. Donc, ils doivent être validés par le président de commission. Et donc, l'audit va s'assurer qu'on fait de la gestion des exceptions
les choses ont été bien faites, correctement faites, c'est tout. Mais généralement, tout le reste, il est déjà audité par le système lui-même, parce qu'il ne va pas permettre de faire autrement. Voilà, donc ça, c'est la première réponse à la première question. Donc, la deuxième question, s'il vous plaît. Oui. Alors, la deuxième question, c'était par rapport à l'externalisation. Est-ce que la solution… En fait, si j'ai bien compris la question, donc le participant, donc le monsieur le participant que je remercie de sa présence avec nous, lui veut qu'on traite, on va dire, cette externalisation dans un autre webinaire, si j'ai bien compris. Et donc, l'externalisation, généralement, il se fait uniquement au niveau des catégories type C, c'est-à-dire c'est des achats dont le volume ou la valeur n'est pas très importante, et aussi dont on va dire, le risque n'est pas important. Donc, généralement, ces achats-là, on peut les externaliser pour recentrer les acheteurs sur, on va dire, les achats stratégiques et les achats, on va dire, tactiques ou vedettes. Donc, il y a plusieurs appellations. Et donc, et les achats vaches à lait, là où il y a beaucoup d'argent, donc à aller chercher. Et donc, et les achats stratégiques, bien sûr, qu'on travaille avec nos partenaires qui sont très, on va dire, bien maîtrisés, très haut risque, avec de très grandes valeurs et peuvent avoir un impact sur le modèle économique de l'entreprise. Et donc, généralement, l'externalisation des achats, c'est quelque chose qui est faisable. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Ariba qui permettent, on va dire, de consolider acheteurs et fournisseurs et qui permettent de faire ces achats d'une manière très rapide, très fluide et très efficace. Donc, généralement, au Maroc, l'externalisation des achats se fait uniquement sur des cas où on va mobiliser de l'argent. Par exemple, les pièces de rechange, on va le faire beaucoup. Et on va faire aussi pour les petits achats, on va dire, sans importance, fourniture de bureau et tout ça. Donc, mais il y a une tendance maintenant qui commence à surgir parce que je vois le nombre de centrales d'achat qui se lancent au Maroc, il est important et forcément, il y a quelque part un marché porteur pour cette activité-là. Tout à fait. Parfait. Oui, je pense. Pardon, Zouhair. En fait, j'ai eu une expérience en fait avec pour l'externalisation des achats. Et en fait, ce qui est très important ici au Maroc, c'est qu'on a des entreprises chez qui des entreprises étrangères externalisent leurs achats. Et, bon, on a des achats, effectivement, ce que disait Yacine, les achats de catégorie C, mais aussi des achats qui peuvent être, par exemple, des pièces obsolètes qui vont prendre beaucoup de temps pour aller chercher au niveau des marchés. Je pensais à des pièces électroniques ou des pièces mécaniques obsolètes et qu'il faut vraiment aller chercher et qui vont prendre énormément de temps aux acheteurs pour aller sourcer ou rechercher au niveau du marché. Et finalement, peut-être que la pièce elle est quand même critique pour, on va dire, pour la production, mais elle n'a pas une valeur importante en termes d'argent. Donc, du coup, c'est ces achats-là qui sont externalisés. Et ça, j'ai vu faire. Et en fait, c'est très important, je pense, pour les acheteurs de penser à de l'externalisation dans ces cas-là pour pouvoir justement gagner en temps comme disait Yacine, gagner en temps de travail et travailler sur les stratégies, etc. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce débat très riche. Beaucoup d'enseignements. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci aux personnes qui nous suivent, les valeureux qui sont restés jusqu'à la fin. Sachez que l'enregistrement sera partagé plus tard. Donc on sera heureux de partager en fait l'ensemble de la discussion qu'on a eue avec les gens qui n'ont pas pu peut-être se joindre à nous, n'ont pas pu être pendant tout le débat. Merci encore Yacine, merci beaucoup Khadija, merci Fatine, merci Latifa, merci Amel pour ce débat passionnant autour de la digestion des achats. J'espère que le prochain débat, on le fera l'année prochaine, mais avec une étude, avec des statistiques beaucoup plus confortables et optimistes sur l'utilisation de la digitalisation dans le domaine des achats. Je pense qu'on a fait pas mal de choses, mais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine. On compte sur vous en tant que stratège des achats aujourd'hui au Maroc pour aider, ou en tout cas pour faire en sorte que le chemin qui a été déjà parcouru par un certain nombre d'organismes puisse être emprunté par les autres. Je pense que l'association joue un rôle énorme à ce niveau-là et on compte sur l'association. On compte aussi sur l'SLSK au niveau formation, au niveau conduite de changement pour accompagner ce type de processus dans les meilleures conditions. Merci encore pour votre ouverture et ce débat passionnant et en espérant vous retrouver très prochainement avec un autre débat sur des sujets similaires. Merci beaucoup. Merci Zouhair. Merci à tous. Au revoir. Très bonne journée à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ouais, au revoir. Bonne soirée.